Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, on est ravis de vous retrouver ce matin à partir de 9h30 et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Nous reviendrons sur l'islam. Nous vous posons bien entendu cette question ce matin. Est-ce que vous êtes pour ou contre la dissolution du CFCM? On en parlera avec nos interlocuteurs, Philippe Diri-Barn qui sera avec nous, directeur de recherche émérite au CNRS, et Mohamed Louisi, ingénieur, blogueur et ancien membre de l'Union des organisations islamiques de France. Et vos appels, bien entendu, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Oui, vous pouvez en parler, et notamment parce que, évidemment, il faut organiser l'islam de France, parce que sinon, on voit qu'ils ont beaucoup de difficultés. Oui, il y a énormément de dérives, ce qui a été le cas sur le respect ou pas des chartes de la laïcité, d'où, d'ailleurs, alors c'est une dérive complète, le salafisme qu'on vient d'évoquer avec Charles Jégu, donc ce sera tout à l'heure, en fait, à 9h30. Parmi les autres sujets sur lesquels vous pouvez réagir ce matin, je vous le disais aussi, les époux Balkany. Alors, est-ce qu'il faut les renvoyer en prison? Ça a été la décision, en fait, de la justice. Thierry Guerrier, Elisabeth Lévy, tout à l'heure, elle disait à quoi ça sert véritablement quand on voit que d'un autre côté, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont condamnées qu'avec des peines mineures parfois et qui n'effectuent pas leur peine pour des crimes beaucoup plus graves. Pardon, mais quelle est la question de savoir ce qu'on fait Oui. Écoutez, je crois que la loi, c'est la loi. Voilà, on est un peu dans la matinée des farces. J'évoquais dans mon édito la dimension un peu ubuesque de la présence d'un non-candidat aussi bien parrainé. Certes, c'est pas lui qui dépose les candidatures, les parrainages, pardon, mais ce sont les élus eux-mêmes. C'est la loi aujourd'hui. Très bien. Ok, mais enfin, on imagine qu'il est au pilotage de cette campagne électorale qui a commencé pour lui, Emmanuel Macron. Donc voilà, donc il y a une dimension de farce, alors même que ses adversaires qui ont le plus de parrainage, comme par exemple Valérie Pécresse, 324, sont loin d'être en règle encore aujourd'hui. Donc cette affaire des époux Balkany, c'est une autre farce dans l'actualité. Sincèrement, de quoi parle-t-on? Enfin, des gens qui respectent aucune des règles qui leur sont fixées pour ne pas figurer en prison, rester à domicile plus de 100 fois. Et on devrait... Alors c'est donc il n'y a même pas de question. Ils ne se sont pas échappés, quoi. Ils sont dans leur... ils disent qu'il y a des remontrances pas très sympas avec les agents qui les surveillent. Parmi les... C'est ce que dit la justice. Non, mais... de quoi... Vous croyez pas qu'il y a des sujets plus sérieux que ce côté ridicule de ces arguments? Je voyais hier Patrick Balkany sur LCI. Je me dis que mes confrères d'LCI, décidément... non, mais c'est sur l'ensemble des chaînes. Il était sur l'ensemble, évidemment... interview à domicile. Vous estimez qu'il y a trop de cinéma autour de ça et qu'on en fait beaucoup trop. C'est un cirque médiatique, entre guillemets. C'est ça, vous avez trouvé le bon mot. Oui, et qu'il devrait plutôt... on devrait les remettre en prison, si on vous suit. C'est ce que disent d'ailleurs beaucoup les... Il n'y a pas une règle pour les uns, une règle pour les autres. Enfin, cette mise en scène permanente des époux Balkany comme victimes, alors que ce sont des crapules. Voilà, ils ont été condamnés, basta. Ils ont été condamnés, ils doivent aller en prison, donc selon vous. Mais je ne sais pas s'ils doivent aller en prison, c'est pas à moi de décider, c'est au juge. La réalité, c'est que la justice vient de rendre une décision de surseoir à cette façon de mener leur peine. Voilà, c'est ça. Et quand on pose la question, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, le renvoi en prison des époux Balkany est-il justifié selon vous? Vous dites oui à 59%. Michel, par exemple, du Tarn, dit « Je n'avais pas un avis aussi tranché avant d'avoir entendu quand même la version de l'accusé hier soir. Il est vrai que cela ressemble à de l'acharnement. Il défend en fait un petit peu les Balkany, alors que voilà, il y a Paysan 47 qui dit aussi les Balkany sont inoffensifs, quoi. Donc oui, c'est assez mitigé, mais en même temps il y en a d'autres qui disent... Patrick, c'est marrant, moi j'ai tendance à faire confiance au juge. Et Jean, par exemple, qui dit on ne peut pas demander toujours plus de sévérité à la justice et avoir de l'indulgence pour ce couple qui a été
trop tardivement rattrapés par la patrouille, ce qui est toujours le cas pour juger nos politiques. Voilà donc sur les époux Balkany. Si vous voulez réagir, 0826 300 300, évidemment, vous pourrez avoir la parole tout à l'heure dans quelques minutes. En attendant, les Jeux Olympiques de Pékin. On avait quelques difficultés à joindre Nelson Montfort. Eh bien, il est là, ça y est, on l'a récupéré. Bonjour Nelson. Bonjour Nelson. Bonjour à vous tous. J'en profite bonjour Patrick, bonjour à vous tous. Pour dire que votre livre, Un mémoire olympique aux éditions Michel Lafon, est disponible dans le bac. Bah oui, c'est l'occasion de voir en fait tous les grands moments olympiques que vous avez vécus, ou en tout cas que nous avons vécu. Alors dites-moi, Nelson, il y a des conditions quand même très particulières, hein, c'est ça, quand on est comme vous, commentateur, et qu'on arrive comme les athlètes. Hein. Quel est le protocole ? Le protocole, il est énorme, quoi. Je veux dire, ça commence par un test tous les jours dans le nez et dans la bouche, qui est fait par des sortes de scaphandriers. Vous avez peut-être vu quelques photos, je ne sais pas, des hommes tout en blanc, des hommes ou des femmes, mais il est impossible de savoir si c'est un homme ou une femme derrière une telle armure, si je puis dire. Et puis après, ce sont effectivement des conditions très drastiques. Il faut savoir que, par exemple, Pékin est dans une bulle olympique, c'est qu'il n'y a aucun contact possible avec la population. Et non seulement il n'y a pas de contact possible avec la population, mais en plus, il y a interdiction de circuler à pied, même pour une distance de 100 mètres. Et je vous promets que je n'exagère pas, une distance de 100 mètres, vous êtes obligé de prendre une navette de l'organisation. Donc évidemment, c'est totalement inédit, mais c'est ainsi. Ce sont des restrictions compte tenu de la crise sanitaire. Oui, c'est-à-dire que vous, quand vous êtes arrivé, boum, vous avez été dans une navette avec les tests, et on l'a bien compris, deux fois par jour, enfin les deux tests là. Ensuite, on vous conduit sur les sites et à l'hôtel, et pas le droit de bouger, quoi. Une prison dorée. Pas le droit de marcher. Pas le droit de marcher. Donc, vous êtes obligé de prendre un bus. Oui. Je veux dire que ces bus fonctionnent bien, ils sont affrétés par l'organisation, ça va bien, mais il n'y a aucun contact possible avec la population pékinoise. Et j'ajoute d'ailleurs que Pékin semble être, ou en tout cas en ce qui concerne la fameuse bulle, là où sont les sites olympiques, il semble être comme une ville morte, alors que c'est une ville qui compte 30 millions d'habitants. Et ça, c'est assez étonnant. C'était d'ailleurs le cas hier à l'aéroport en arrivant. C'est un immense aéroport, il y a plusieurs terminaux, c'était un aéroport totalement vide. C'est presque angoissant. Et je pense qu'à partir de là, les athlètes vont avoir une grande responsabilité de donner un peu de ferveur à ces Jeux qui se déroulent en plus, comme vous le savez, à quasi huis clos. Oui, c'est ça. Comment donner de la ferveur quand il n'y aura quasiment pas de public, hein. C'est ce qui se passe pour la cérémonie d'ouverture et l'ensemble des compétitions. Hein. Il y aura un tout petit peu de public, c'est ça quand même, ou pas ? Alors, il y aura un public invité par les autorités. Donc là, je vous laisse imaginer de qui il peut s'agir. Moi, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas exactement. En tout cas, il n'y a aucune place qui est mise en vente sur les sites olympiques. Par exemple, pour vous donner un exemple, la compétition de patinage a commencé avec la compétition par équipe avant même la cérémonie d'ouverture. La patinoire est magnifique, absolument magnifique, et il y avait peut-être, je sais pas, 500 personnes. Ouais. Donc voilà, il va falloir s'y habituer. C'est vrai que les athlètes vont avoir fort à faire. Oui, on m'a dit que quand vous, l'ensemble en fait des commentateurs et des délégations, quand vous étiez dans les hôtels, par exemple, vous deviez aussi rester dans vos chambres, et que parfois même on était contrôlé dans les chambres. Ça vous est arrivé ou pas? Alors je ne suis pas encore là depuis suffisamment de temps pour vous dire, mais si, c'est peut-être vrai. En tout cas, on n'a pas le droit d'aller ailleurs que sur un site olympique dans lesquels sont ces fameuses bulles. Alors, les bulles sont assez grandes géographiquement, mais Pékin est beaucoup plus grand que la bulle de Pékin. Et c'est là où, par exemple, si vous me dites d'aller visiter la cité interdite, je pense qu'interdite est exactement le mot. Elle sera totalement interdite aux visiteurs étrangers. En fait, je crois, j'en suis même sûr, c'est que les autorités chinoises ne veulent pas que les spectateurs étrangers, il n'y en a pas, mais que les médias étrangers en la circonstance se mélangent avec les autorités chinoises par peur de la crise sanitaire. Est-ce que l'accueil est sympathique dans cette bulle, au moins ? Écoutez, les volontaires, vous savez tous que les volontaires sont plus adorables les uns que les autres. Le seul problème, c'est qu'ils parlent très très peu anglais, et c'est vrai que c'est un peu difficile de se faire comprendre. Mais et les sourires sont là.
même s'ils sont masqués. Mais ça, je veux dire que les volontaires chinois, qui sont des milliers là pour le coup, sont vraiment adorables de bonne volonté. Et quand vous avez traversé donc dans les navettes, dans les bus, la ville, donc personne, tout le monde est confiné, quoi. C'est ça ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la ville est immense, comme vous le savez, et on a l'impression que c'est une ville morte, concernant en tout cas les bulles olympiques. Et ça, ça interpelle beaucoup, c'est même très angoissant d'une certaine manière. Et vous avez le droit de filmer avec votre portable ou il n'y a pas d'interdiction ? Pardon, j'ai pas compris la question. Est-ce que hors cette bulle, vous avez le droit de filmer avec votre portable ? Bulle, parce que vous n'avez pas le droit de sortir. Dans cette bulle. La liaison n'est plus très bonne là tout d'un coup. Pour vous dire la vérité, je suis dans un bus olympique, dans les fameux bus, vous savez, qui vont d'un endroit d'une navette. Ah bah évidemment, ça se dégrade. J'ai juste demandé si on pouvait filmer. Je rassure les auditeurs, visiblement, ce n'est pas une censure quand même, c'est qu'ils se déplacent véritablement. Merci en tout cas. Merci, Nelson Montfort, Mémoire olympique aux éditions Michel Lafon, et Nelson Montfort qu'on retrouvera évidemment sur les différentes ondes. Oui, sur France Télé, à l'occasion de ces JO assez étonnants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il aurait fallu boycotter, mais de façon beaucoup plus ferme, puisque là, on a vu, il y a une sorte il y a quelques gestes de mécontentement, ce qu'on a dit avec Jean-Michel Blanquer, avec, par exemple, lui, il n'ira pas. Oui, on a été coupé. Allô? Oui. Non, mais ça a été coupé. On va vous laisser, en fait, mon cher Nelson, rejoindre les sites et on vous rappellera. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Si vous voulez réagir, qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300, on vous reprend tout à l'heure à 9h15, juste après Revel en campagne. Dans un instant, Éric Revel sur un sujet, comme d'habitude, soulevé dans la campagne. Un peu de suspense. Vous allez voir. Allez, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, une incroyable enquête politique auprès des 18-24 ans, c'est ça, et qui démontre que beaucoup ne se reconnaissent pas ou n'ont même quasiment aucune proximité avec un parti ou une tendance politique. C'est assez étonnant, c'est l'un des résultats de l'étude de l'Institut Montaigne qui a été menée auprès de 8000 d'entre eux. Oui, je voulais vous parler de la politique et des jeunes ce matin, avant l'élection présidentielle dans 60 jours, un peu plus. C'est une enquête vraiment édifiante sur les 18-24 ans qui se sont, rappelons-le, abstenus à 87% lors du premier tour des élections régionales. Cette enquête montre des chiffres qui sont absolument hallucinants. Par exemple, ils sont 43% de nos jeunes à dire qu'ils n'ont pas assez d'idées pour savoir s'ils sont de droite ou de gauche. Ils sont 55% qui indiquent aucune préférence partisane. Fini donc l'époque où la jeunesse révoltée s'engageait souvent à gauche et où l'appartenance à un parti politique faisait office de communauté politique, supplantée aujourd'hui par l'appartenance à une communauté sur les réseaux sociaux. Comme si Facebook, Twitter ou TikTok avaient dissous le militantisme politique. L'écologie, vous le savez, c'est un nouveau totem politique, c'est intéressant. Il intéresse beaucoup les 18-24 ans d'après cette étude de l'Institut Montaigne. Mais ils ne sont qu'un peu plus d'un jeune sur 10, c'est rien, à se sentir proche d'écologie, les Verts. Ils aiment l'écologie, mais ne retrouvent pas, par exemple, dans ce parti qui porte l'écologie, ils ne se retrouvent pas dans Europe Écologie Les Verts. Oui, et quel est leur regard sur la démocratie et donc l'importance du vote? Alors là, vous allez être scotché, Patrick, cette étude révèle que près de la moitié des 18-24 ans considère, écoutez bien, comme pas très important de vivre dans un pays gouverné démocratiquement. Près de 50% des jeunes considèrent que on pourrait vivre dans un pays qui n'est pas forcément démocratique. C'est évidemment énorme. Cette nouvelle génération, vous l'aurez compris, se désintéresse de la politique. Alors, les auteurs du rapport disent par rejet de la politique, par méconnaissance, et ne manifestent aucune proximité, ils le disent dans cette étude, avec un parti ou une tendance politique. Mais ces jeunes Français portent aussi, loin des idées reçues, un regard parfois différent sur des inégalités. Par exemple, on parle beaucoup de racisme en France. Eh bien, d'après cette enquête de l'Institut Montaigne, ils ne sont que 11% à être convaincus qu'il existerait un racisme structurel dans notre pays.
Bon, et alors du coup, la présidentielle qui arrive, qu'est-ce que ça signifie pour ces jeunes ? Alors, peut-être qu'ils seront plus intéressés par la présidentielle que par les régionales, mais cette génération appartient, vous l'avez compris, grâce ou à cause des réseaux sociaux, à différentes communautés. Cette appartenance à des communautés digitales, moi je pose la question, n'est-elle pas tout simplement en train de dissoudre l'appartenance à une nation ? Si c'est le cas, on comprend alors de manière éclatante pourquoi la politique et son bras armé, le vote, sont aujourd'hui si loin des préoccupations essentielles des nouvelles générations. Et pour les anciennes générations comme la mienne, c'est une vraie préoccupation. Enquête assez étonnante, Thierry Guerrier, donc par rapport notamment à cette notion de démocratie. On s'attache à la démocratie, les différentes valeurs, et on la défend partout dans le monde, en tout cas pendant 30-40 ans on l'a portée. Et là, vous avez vu les jeunes, finalement peu importe. Mais Éric Revel a raison, et il a bien mis en exergue les éléments passionnants de cette enquête. Qu'est-ce qui est stylé, comme disent les jeunes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est stylé pour un jeune aujourd'hui, en tout cas dans les éléments de ce qu'il recherche ? L'efficacité et la capacité à obtenir du plaisir. Efficacité et plaisir. Ça marche, c'est stylé, ça fonctionne, il y a un résultat. Ok, je vais davantage vers cette proposition-là. Ou alors, c'est plus jouissif, et je peux le comprendre, c'est aussi ma proposition. La question des valeurs, la question de l'histoire, des éléments du parcours, du récit national, d'où on vient, tous ces éléments, ce sont notamment les partis politiques qui devraient l'enseigner. Or, je pense que les partis politiques, il y a déjà longtemps, ne font plus ce travail, ne font plus leur travail. À gauche, notamment, ce sont des appareils au service d'écuries ou de personnages ou d'ambitions qui n'ont pas travaillé les programmes, pas plus LR d'ailleurs que le Parti Socialiste, pour être tout à fait honnête. LR n'a un programme assez automatique, mais bon, on voit bien avec Valérie Pécresse que les courants tirent à U et à Dia. Et celui qui a percé, parce que justement il donne le sentiment d'avoir un peu d'épaisseur, de recul, même si c'est une mise en scène, pour autant c'est Éric Zemmour. Regardez ce matin, Libération, la une de Libération, c'est quoi ? C'est le combat qu'il y a à gauche entre l'une à 3 et l'autre à 2,5, entre Taubira et Anne Hidalgo. Anne Hidalgo ce matin, c'est « Prums, monsieur, dame, c'est moi, je suis la candidate légitime ». Voilà l'argument. Mais face à ça, les jeunes ne sont pas dupes, ils ne sont pas idiots, ils voient bien que ça correspond à rien. Éric Zemmour, ça percute davantage, selon vous, quoi, Éric Revel, puisque c'est vrai, on voit qu'il y a, autour de la candidature d'Éric Zemmour... Il y a une forme de nouveauté, d'abord, il y a une forme de nouveauté. Il n'était pas homme politique il y a encore quelques semaines, il était polémiste, il était journaliste, il incarne une forme de nouveauté, mais je pense aussi que, vous savez, souvent on a planté un décor, à tort ou à raison, en disant, en fait, finalement... politiquement, c'est l'opposition entre les mondialistes et les populistes. On dit c'est plus une histoire de droite-gauche, ce que je ne crois pas. Aujourd'hui, ce serait un affrontement entre les mondialistes et les populistes. Eh bien, en fait, vous pouvez décliner la même proposition. Si politiquement, dans notre pays, c'est un affrontement entre mondialistes et populistes, on voit que ça renvoie à une question économique. Parce qu'en fait, la mondialisation a fait décliner la souveraineté économique des pays, dont la nôtre. Eh bien, en fait, je pense que pour les jeunes, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous appartenez à un réseau social qui vous emmène à l'autre bout du monde, vous êtes devenu philosophiquement mondialiste et vous êtes moins ou souverainiste ou national. Maintenant, le phénomène Éric Zemmour, on verra comment il se traduit dans les urnes, mais je suis persuadé qu'il incarne cette nouveauté et surtout, à tort ou à raison, il n'a pas de limite, souvent, dans ce qu'il dit. Et ça, il y a un côté, pour les jeunes, d'incarnation d'une forme de révolte, sur des thèmes qu'on apprécie ou pas. Et ça rejoint peut-être le sentiment que nous, on avait quand nous avions, mon cher Thierry, 20 ans ou 25 ans, c'est-à-dire, vous savez, l'aphorisme de Malraux, si on n'est pas révolté à 20 ans et qu'on l'est encore à 40, c'est qu'on n'a pas de cœur. Eh bien, d'une certaine manière, peut-être que une partie de la révolte de la jeunesse se retrouve dans Zemmour. Je vous rappelle que dans un sondage IFOP pour le JDD, sur les intentions de vote des 18-24 ans, justement, les 40% ou 35% qui iraient voter à la présidentielle, vous aviez Emmanuel Macron qui arrivait en tête, 20 et quelques pourcents, puis Marine Le Pen, puis Éric Zemmour. Yannick Jadot était très loin, Jean-Luc Mélenchon était très loin. Les trois candidats qui arrivaient en tête dans ce IFOP JDD, c'était Macron,
Le Pen, Zemmour. Oui. Allez, qu'est-ce que vous en pensez de cette enquête et puis justement de ce champ qui est pris par les jeunes vis-à-vis donc de la démocratie, hein. En tout cas, ça c'est quand même un chiffre étonnant, hein. Eric, on le rappelle là, pour les auditeurs, 51%. Oui, près de la moitié des jeunes de 18-24 ans considèrent que ça leur est un peu égal de vivre ou pas dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez 0826 300 300 par rapport en fait à la jeunesse. Le renvoi des Balkany en prison, normal, justifié, oui ou non? Là aussi, vous réagissez. Et puis les JO de Pékin, vous avez entendu les conditions complètement incroyables, surréalistes, lunaires, oui, de Nelson Montfort qui était avec nous. Est-ce qu'il aurait fallu boycotter? Mais vraiment carrément. Vous nous appelez et on en discute ensemble avec vous et puis nos éditorialistes qui sont là. 0826 300 300. C'est bien ça. Il le fait bien, il le dit bien, bravo. C'est beau. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h15, la suite des grands débats ce matin, toujours avec Éric Revel et puis avec nous pour en parler aussi Thierry Guerrier, pardon, excusez-moi Thierry, 0826 300 300 et revenez bien sûr sur l'actu du jour, sur le couple Balkany qui pourrait retourner en prison et des appels 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Est-ce que la justice va dans le bon sens? Est-ce qu'elle est excessive? Isabelle nous appelle de la région lyonnaise ce matin. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour monsieur. Bon. Oui, Bordelaise, pardon. J'ai écouté monsieur Balkany hier soir et j'avoue que je ne suis pas du tout d'accord qu'il reparte en prison. Monsieur Balkany a déjà fait de la prison d'ailleurs et il s'en est sorti, il a eu de gros problèmes de santé. Et à cet âge-là, vraiment, la justice est beaucoup trop sévère. Quand on sait par ailleurs tout ce qui peut se passer en France, hein, vraiment, je vous assure que et beaucoup de gens autour de moi, ce ne sont pas des gens dangereux. On peut très bien. D'ailleurs, il n'y a pas eu, d'après ce qu'on dit, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. On leur a saisi tous leurs biens. Et la maison qu'ils habitent, en fait, heureusement, elle est à leurs enfants. Je pense quand même qu'ils ont été assez punis. Enfin. Ouais. Donc vous dites que bon voilà, ça a été c'est suffisant et pas besoin de les renvoyer en prison et qu'ils. Et quand on sait les prisons, ce que c'est actuellement. Oui. Vraiment, non, vraiment. Ouais. Alors les prisons, eux, c'est une prison un peu particulière, c'est la prison de la santé, qu'on appelle sans doute injustement la prison des VIP, hein, en quelque sorte. Alors c'est vrai que s'il y retourne, il va retrouver Jean-Luc Lahaye, Claude Guéant et je crois aussi Georges Tron, me semble-t-il, hein, qui sont dans cette prison, même s'ils sont après individualisés dans des cellules et qu'ils n'ont pas droit à des contacts. Enfin bon, ça, en tout cas, c'est sur le papier. Merci Isabelle de votre appel. Dans la région bordelaise, ça va? Il fait beau ce matin ou pas? D'où? Pardon, ce que je voulais vous dire, c'est que j'écoute souvent Elisabeth Lévy. Je pense qu'elle est d'accord avec moi et vraiment, je la trouve très très raisonnable et très logique dans ses raisonnements. Très bien. Bon, alors, si elle est d'accord avec vous, ça c'est une bonne chose. Elle n'est pas, elle a dû nous quitter là et tout, mais je pense qu'on va lui passer le message, hein, Isabelle. Autre appel et je pense autre réaction, pas dans le même sens. C'est une autre ligne. C'est Gilles qui nous appelle de Chelles en Seine-et-Marne. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bon. Bonjour à tout le plateau. Alors vous, est-ce que vous pensez qu'il faut renvoyer ou non en prison Patrick Balkany? Écoutez, c'est très simple, c'est très impoli ce que je veux faire, mais je vais vous répondre en vous posant une question. Oui. Est-ce que la loi doit être différente pour les uns et pour les autres? Voilà. Je suis complètement désaccord avec ce que vient de dire votre précédente auditrice. Isabelle. Isabelle, oui. Et pour une fois, je suis en complet désaccord avec l'édito de Madame Lévy. D'habitude, je vais plutôt dans son sens, mais pour une fois. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que après, faut pas s'étonner quand on ressent une déconnexion entre la population et la sphère politico-médiatique. En fait, nous avons là une personne qui a enfreint la loi à plusieurs reprises, qui a été reconnue coupable et qui a une peine à exécuter tout simplement. Et je crois qu'il a déjà été sorti pour raison de santé.
quelques jours après, on l'a surpris en train de danser sur une place du marché. En fait, je ne comprends pas pourquoi la loi ne devrait pas être la même pour les uns et pour les autres. Et c'est ça, en fait, qui me scandalise, en fait. Donc, quand Mme Lévy fait la comparaison entre M. Balkany et des violeurs qui sont en liberté, j'ai envie de lui répondre que la question n'est pas là, en fait. Moi, quand je me fais mettre un PV dans la rue et que je réponds, ça m'est déjà arrivé, c'est du vécu ce que je vous dis, hein, et que j'ai demandé à l'agent qui me mettait le PV, mais vous n'avez pas mieux à faire que de nous mettre des PV. Il me répond, je ne suis pas là pour ça, et il a complètement raison. Donc cette comparaison, pour moi, ne vaut pas le coup. Monsieur Balkany, c'est pas une ou deux fois qu'ils ont enfreint leur bracelet électronique, c'est une centaine de fois. Donc au bout d'un moment, voilà, est-ce que la loi est la même pour tout le monde, ou alors les élus, ils ont un traitement privilégié? Oui, non, mais, Thierry Guerrier, Éric Revel, très grande sagesse dans ce qui vient d'être dit. Voilà. En plus, on est en train de s'apitoyer sur des gens qui nous baladent, qui baladent tout le monde. C'est-à-dire, ils baladent avec... c'est le cinéma. Vous aviez le mot tout à l'heure, Patrick, à la bouche. Ah j'ai dit non, j'ai pas dit cinéma, j'ai dit c'est un cirque médiatique, quoi. Il y a d'autres soucis et d'autres victimes ou d'autres accusés qui font l'objet de débats beaucoup plus passionnants. Oui, Éric Revel. Écoutez, moi je suis assez d'accord avec le dernier auditeur. Bon, Philippe, voilà, qui est toujours Philippe, avec nous. Je vais vous dire, on peut pas à la fois dire, on peut pas dire à la fois on n'a plus confiance dans cette classe politique, elle a des passe-droits, et accepter, si vraiment ils ont enfreint une centaine de reprises leur contrôle judiciaire avec bracelet électronique, et accepter qu'ils le fassent. Et puis j'ajoute une chose, c'est que le couple Balkany, c'est devenu une sorte de symbole. Vous voyez, on ne sait plus si c'était un couple politique, lui il a été évidemment maire de Levallois, un grand maire de Levallois, ou si c'est autre chose, parce que pendant des semaines et des semaines, alors qu'ils étaient sous bracelet électronique, on voyait sur les réseaux sociaux des tweets, effectivement, de monsieur Balkany dansant, de madame Balkany super contente avec ses copines. Il y a une forme quand même de provocation. Alors la provocation n'est pas un délit en soi, mais voilà, donc c'est sans doute pour ça qu'on a un jugement finalement assez tranché sur le sujet du couple Balkany. Oui. Gilles, vous vouliez ajouter? Non, je disais, vous disiez effectivement de la provocation, mais également un sentiment d'impunité. Et ce ne sont pas les seuls à être sous bracelet. Qu'est-ce qu'ils ressentent ces autres personnes, monsieur et madame tout le monde, qui eux sont sous bracelet, et ils ne l'enfreindraient qu'une seule fois, et tout leur retomberait dessus en fait. Merci en tout cas beaucoup, pour vos appels. Autre sujet que nous évoquions tout à l'heure, les JO de Pékin. Eh ben on appelle au 0826 300 300 et Mohamed de Perpignan qui voulait réagir. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et à vos invités. Voilà, le jeu quand même c'est quelque chose d'assez compliqué à organiser, surtout pour les athlètes qui préparent pendant des années, ils préparent leur sélection et par la suite ils préparent leurs épreuves, c'est-à-dire peut-être pour un saut c'est des centaines de milliers de fois qu'on le répète, pour ceux qui font de la vitesse c'est un centième de seconde pour gagner une médaille. Je trouve que, et là on nous fait des jeux, ce qu'on interdit aux athlètes de voir un petit peu ce que leur sont les plus chers, qui les encouragent. Quand on est athlète, on a besoin quand même d'un entourage autour de soi. C'est très important. Je veux dire, c'est grâce à ça des fois qu'on fait qu'on arrive à faire des exploits, être sur le podium. Si on nous prive de tout ça, je trouve que c'est un peu dommage. On ne peut pas demander aux athlètes d'être performants. Une autre chose aussi, c'est au niveau de l'écologie. Je m'aperçois qu'il n'y a pas un flocon de neige dans cette région. On amène tout. Où est l'écologie? C'est exactement la même chose qu'on va faire la Coupe du Monde au Qatar. Au Qatar, ça va être une catastrophique. Alors, c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce qu'on fait des jeux ou alors c'est une compétition à l'argent et au pouvoir? Et là, je trouve que c'est un peu dommage. Je crois qu'on oublie les sportifs, on oublie les spectateurs, on oublie le travail que fournit un athlète pour juste se qualifier. Une fois qu'il est qualifié, le travail est immense pour essayer d'être en finale ou d'être sur le podium. Et c'est un petit peu dommage qu'on sacrifie le sport pour tout ça. Voilà. Et puis là, c'est une promotion du Mohamed, pays aussi. On ne le sacrifie pas puisque ça va avoir lieu, quoi. Et les athlètes, ce qui est c'est sacrifié. Parce que c'est-à-dire, allez-y. Pour un athlète, déjà pour être qualifié au JO, et un travail de fou, c'est important. Une fois qu'il est qualifié,
il a besoin de faire une performance pour être sur le podium. Et des fois, c'est un geste technique, il a répété 100 000 fois. Et tout ça, il a besoin d'à côté de lui des gens, des psychologues, de ses parents, de l'entraîneur, de passer... De la ferveur du public, vous voulez dire? Voilà, il a besoin d'un stade rempli de supporters, et ça, on y enlève. Certains, peut-être, ne pourront pas être aussi performants qu'ils le devraient. Merci Mohamed. C'est vrai que c'est assez étonnant quand même ces Jeux Olympiques. Éric Revel, de les avoir maintenus en plus, c'est la promotion du pays. Donc si on ne peut pas montrer le pays qui vit, c'est difficile. Oui, alors bon, les enjeux géopolitiques sont tellement importants. N'oubliez pas que la Chine dispute en ce moment, elle est peut-être d'ailleurs, suivant certains indices, passée devant les États-Unis, le rang de première puissance économique mondiale. Donc vous imaginez pas un seul instant que ces JO de Pékin auraient pu être annulés. C'est avant tout, pour tous ces athlètes de grand talent qui s'entraînent pendant des années pour effectivement grignoter un centième de seconde ou 10 centimètres au triple saut, mais ils sont quand même les jouets d'une ambition qui est beaucoup plus forte que l'ambition sportive, qui est une ambition de pouvoir et de géopolitique. La Chine, c'est la puissance qui est en train de s'imposer partout, en économie, sur les mers. La puissance chinoise damne le pion à la marine américaine dans le Pacifique. Enfin, c'est tous ces pions-là qui sont avancés. Ouais. Donc, il faut pas feindre de découvrir que les JO sont un vecteur politique absolument hallucinant et parfois scandaleux. Souvenez-vous des Jeux de Berlin en 1936. Bon, c'est d'abord un vecteur politique puissant, les Jeux Olympiques. Et vous remarquerez aussi que souvent, le pays qui organise connaît une poussée en termes de médailles. Ouais. Alors, il y a l'ambition, il y a la stimulation parce qu'on est chez soi, mais il y a aussi l'obligation pour les athlètes d'honorer le pays auquel on appartient. Donc, toutes ces ambitions et tous ces enjeux politiques, il ne faut pas feindre de les découvrir avec les Jeux Olympiques en Chine. Ouais. Et Thierry Guerrier, d'un mot ? Non, Eric a raison, c'est un maillon dans la chaîne des étapes déclenchées, imaginées, mises au point par Xi Jinping et son état-major, avec un objectif d'impérium, de triomphalisme. Et un des aspects, par exemple, Eric le disait, c'est la dimension des mers. Le territoire maritime, l'océan. Et aujourd'hui, la Chine, qui n'est pas encore, alors qu'elle vient de passer en effet dans la compétition comme à l'équivalent des États-Unis en termes de puissance économique, n'est pas encore une puissance militaire au niveau des États-Unis. C'est l'étape suivante. Et on considère, les observateurs, les experts en matière de défense considèrent que le jour où elle aura autant de porte-avions avec la même puissance embarquée que les porte-avions de la Navy, alors ce jour-là, il faudra s'inquiéter parce qu'il y aura un risque de conflit. Ouais, donc il y a une forme de boycott diplomatique de certains politiques. Et les Jeux ne sont qu'un maillon dans cette stratégie. Oui, il y a une forme de boycott politique, puisque les délégations, en tout cas politiques, américaines, anglaises, australiennes, n'y seront pas. Poutine y sera. Et l'Europe, on a fait du en même temps. On a fait du en même temps, c'est-à-dire qu'on a dit on n'envoie pas de grandes délégations politiques. Jean-Michel Blanquer, qui était là tout à l'heure, par exemple, a dit que lui, alors qu'il est ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, il n'ira pas. Mais c'est Roxana Maracineanu qui ira auprès des délégations. Franchement, là, dans cette histoire, on manque un peu de courage. C'est-à-dire qu'évidemment, comme la Chine est puissante, sinon, fondamentalement, avec ce qui s'est passé depuis 2 ans sur le Covid, ils n'ont pas ouvert la porte des labos, ils n'ont pas permis, en fait, l'accès aux enquêtes sur le Covid. Le monde est sans dessus-dessous. On aurait dû boycotter, en plus de tous les autres actes qu'on peut leur reprocher, quoi. L'Europe a une autre histoire, elle a peur de son ombre, mais le jour où l'Europe se pensera en puissance, en capacité à tenir à distance ces deux immenses puissances que sont les États-Unis, la Chine et un peu la Russie, alors les choses changeront peut-être. Merci Thierry Guerrier, à vous Éric Revel, ainsi que vos appels évidemment. Dans un instant, on va s'intéresser sur un sujet ô combien important et brûlant pour la France. Quelle organisation? On va revenir sur le Conseil français du culte musulman qui pourrait être dissous, et justement quelle organisation pour l'islam de France pour le remplacer. On va en parler avec 2 spécialistes. Oui, 2 spécialistes dans un instant, parce que c'est la fin du CFCM. C'est terminé. Le Conseil français du culte musulman
musulmans, transformation en forum de l'islam de France. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait derrière? Qu'est-ce que ça signifie? Toute la question, c'est l'organisation justement de ces musulmans et l'intégration dans la République, et notamment du respect ou pas de la charte de la laïcité. Je vous rappelle que ça avait été refusé. L'État avait échoué à faire signer au CFCM la charte de la laïcité, refusée par les membres les plus radicaux du Conseil il y a de cela quelques mois. On en parle dans un instant. Au 0826 300 300, vous attend au standard. À tout de suite.